On ne va pas se mentir, la tech est un sujet complexe. Entre toutes les couches, toutes les technos, toutes les méthodes, toutes les best practices, notre métier est un labyrinthe indéchiffrable pour quiconque n'est pas dedans. Et au final, cette complexité, nous, on l'adore. Mais aujourd'hui, la tech est partout. Toutes les entreprises sont obligées de s'y frotter un peu. Et pour certaines, c'est le cœur du réacteur. Quand on crée un service ou une application où absolument tout se passe dans l'app, la maîtrise de la technologie est un impondérable. Mais alors, que faire quand on ne comprend pas ces sujets ? Comment trouver le ou la CTO idéal ? Et surtout, peut-on avoir une bonne idée d'app si on n'est pas tech ? Pour répondre à ces questions de néophyte, je ne reçois pas Maître Miyagi, mais elle s'y connaît en transmission. Marine, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Marine, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Bien sûr, donc je m'appelle Marine Safar. Aujourd'hui, je suis CTO chez Skilleos. Donc c'est une plateforme de cours en ligne. Et avant, donc je suis là depuis février. Et avant, pendant 8 ans, j'étais dans une autre start-up qui s'appelait au départ Le Kiosque, puis Caféine, qui donc distribue la presse. Donc tout ce qui est magazines, journaux sur une application, bien sûr, et un site internet. Avant ça, j'étais dans des agences, donc des agences web, marketing, pendant aussi longtemps. Et avant ça, j'étais dans des boîtes de logiciels, pur et dur, et j'ai commencé ma carrière avant Internet. Donc, voilà. Donc mes premiers logiciels, c'était des logiciels de gestion de projet qu'on allait installer chez les clients. Et après, on a installé des réseaux et tout ça. Donc, j'ai un peu vu toute l'évolution depuis le départ, ce qui est assez incroyable. Oui, parce que ça a été une transformation. Peut-être que tu l'as pas forcément perçu de manière hyper rapide à l'époque, mais au final, quand tu regardes dans le rétroviseur, en fait, ça a été une transformation colossale à une vitesse c'est incroyable. Faramineuse. En fait, c'est incroyable. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, en effet, de regarder un petit peu en arrière. C'est que, oui, moi, j'ai commencé à travailler sur un Windows qui n'était pas connecté et j'ai mis en place du peer-to-peer avec Windows 3.11 et c'était très dur, ça marchait pas bien du tout. Et on a installé des modems et des routeurs, on a tout commencé et en fait... Et puis, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est que quand j'ai commencé Internet, au départ, c'était pour partager des documents. Et les gens, on parlait avant, dans l'épisode d'avant, les gens qui ne connaissent pas pourquoi les technologies existent. Mais en fait, au départ, HTTP et HTML, c'était vraiment partage de documents. Il n'y avait pas de cette histoire de session, d'utilisateurs, etc. C'est pour ça qu'il y a eu des couches et des couches et des couches qui sont arrivées pour pouvoir gérer tout ça. Alors, l'histoire de pourquoi les technologies existent, moi, il y a une histoire qui me fait toujours marrer. Est-ce que tu sais pourquoi la première webcam a été inventée ? Non. C'était des chercheurs, je crois que c'était au MIT ou à Stanford, qui en avaient marre de se déplacer jusqu'à la cafette pour voir qu'il n'y avait plus de café. Et du coup, ils ont créé une caméra. Ils ont posé une caméra devant la cafetière et ils ont créé tout un protocole en fait pour streamer de la vidéo, pour qu'ils puissent voir depuis leur ordinateur s'il y avait du café dans la cafetière, si ça avait le coup de se déplacer ou pas, pour aller en chercher. Ça doit être la même raison pour laquelle on a inventé le chat, pour pas bouger de ça. Il y a effectivement de ça. Donc du coup, tu as vu effectivement tous ces changements. Tu nous disais que tu travaillais juste avant aussi dans le monde de la presse, qui a une image comme étant aussi un monde... Alors, ça va mieux maintenant, mais tu nous disais que tu as fait ça pendant 8 ans. Oui. C'est un monde qui a quand même eu du mal à s'informatiser, à se digitaliser et compagnie. Toujours. Donc, au final, tu as vécu toutes ces transitions, mais du coup aussi dans des environnements avec des gens qui étaient très éloignés de ces sujets-là. Et je pense que la complexité a évolué à une vitesse extrêmement rapide, et peut-être pas l'éducation des gens de ces sujets-là. Comment est-ce que toi, tu faisais pour travailler au quotidien avec des gens qui ne connaissaient pas justement tous ces sujets-là? Alors, je vais commencer par te raconter une petite anecdote parce que ça fait toujours rire. Donc, j'ai eu la chance de faire le premier site internet d'un journal quotidien anglais qui s'appelle The Guardian.
Et à l'époque, quand on allait voir les journalistes, donc nous on était dans un espèce de hangar et eux ils étaient dans des super locaux et ils nous rigolaient au nez. Ils nous disaient mais allez, repartez dans votre hangar, on ne veut pas en entendre parler. Donc ça c'est une petite anecdote. Mais après, donc, en fait ce qui est compliqué, c'est que en fait moi j'ai beaucoup de mal à expliquer la complexité parce que si tu n'as pas les concepts de base, et si tu connais pas toute l'histoire, en fait, c'est très long d'expliquer. Et en fait, en général, les gens qui gèrent les entreprises n'ont pas énormément de temps pour t'écouter. Et puis même, j'ai déjà fait des présentations où je commence à tout raconter et je vois que la personne n'écoute pas forcément et ça ne les intéresse pas, quoi. Donc, ouais, c'est difficile. Difficile. À un moment, dans une de mes agences, on faisait des petites démos où on expliquait justement le réseau en faisant un jeu de rôle, où il y a une personne qui prenait un paquet et qui disait, voilà, ce paquet, il arrive là, etc. Mais bon, tu peux pas faire ça à chaque fois, quoi. Et sur cette notion aussi de complexité, j'adore la BD XKCD, je sais pas si tu connais Randall Munroe, qui fait un livre que je trouve très drôle qui s'appelle What If, et qui a une BD qui est aussi très drôle. Et il a une BD qui parle justement de cette incapacité des gens à comprendre, surtout l'évolution de la complexité dans nos métiers. Et donc, en fait, la BD commence où tu vois quelqu'un qui demande à quelqu'un qui est assis devant un ordinateur, il dit, voilà, je voudrais une application mobile où je peux prendre une photo où je peux prendre un oiseau en photo. Le gars lui dit, bah facile, tu me laisses une journée et je te fais ça. Deuxième truc, il me faudrait aussi que l'application elle puisse permettre de stocker les photos et d'avoir un historique de toutes les photos que j'ai enregistrées. Ouais, pas de souci, tu me laisses une journée de plus et je te fais ça. Ah, et troisième chose, il faudrait que l'application puisse me reconnaître le chant de l'oiseau et m'identifier quel oiseau c'est. Et le gars lui dit, pas de souci, il me faut 5 personnes pendant 3 ans de recherche. Parce qu'en fait, d'un coup, tu as une demande en fait, qui t'explose la complexité. Et c'est vrai que il y a des choses qui paraissent complexes aux gens qu'on fait simplement. À l'inverse, il y a des choses qui peuvent paraître simples qui sont en fait complexes. Il y a le fait que tu peux avoir des choses qui sont simples à faire dans une boîte mais compliquées dans une autre parce qu'en fait c'est pas les mêmes choix technologiques, c'est pas le même environnement, pas le même historique, pas le même dette technique, enfin bref tu as beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et c'est ce qui fait, je pense aussi que notre métier fait parfois un peu office de magie noire en fait, ou de magie obscure quoi, pour les gens. Bah, énormément, c'est vraiment une énorme boîte noire et c'est pour ça que c'est intéressant. En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les gens qui ne sont pas techniques, ça leur fait peur. Et très souvent, quand je fais des presses, je commence par « je vais vous amener dans le côté obscur, etc. » Bon, c'est vrai, ça fait peur, c'est tout à fait humain et c'est tout à fait normal. Et il faut le comprendre. Il faut dire « Attention, ça fait peur. » Donc la première chose à faire, c'est rassurer. On va y arriver, etc. Et ensuite, pour expliquer la complexité, et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que très souvent, les gens pensent qu'une chose est simple. Je prends toujours l'exemple, c'est un peu bête, mais de faire un rond, pour eux, c'est simple, mais de faire un calcul avec 50 millions d'utilisateurs, c'est compliqué. Alors que l'ordinateur, c'est le contraire. C'est plus difficile de faire un rond que de faire un calcul de 50 millions d'utilisateurs quand c'est la même chose et que c'est le même calcul. Et ça, c'est contre-intuitif, en fait. Et c'est pour ça que très souvent, les gens pensent que ce qui est simple est compliqué et vice-versa. Et aussi, moi, je leur explique souvent, je prends l'exemple de Google, parce que plus tu veux une ergonomie simple et plus tu veux rendre de service, donc Google avec juste un carré sur un truc, plus c'est compliqué derrière, plus l'algorithme est compliqué derrière. Donc ça, c'est aussi contre-intuitif. Donc c'est vrai que c'est difficile. Alors, on me dit dans le chat, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé aussi, c'est donc Smacky76 qui nous dit c'est drôle parce qu'on a parfois des PO qui veulent réduire la complexité d'une feature en essayant de faire quelque chose de plus simple. Et en fait, techniquement, ça augmente la complexité du truc. Ça m'arrive tout le temps. Et c'est pour ça que je dis aux PO, arrêtez de vous auto-censurer. Dites-nous ce que vous voulez vraiment. Ou alors, ils veulent découper, et on va faire ça en V0 et ça en V1. Alors qu'en fait, ça ne prendrait pas plus de temps de faire la V1 et au contraire, on perd du temps. Ça, c'est... Alors, je parle des CEO et des présidents qui ne sont pas tech, mais les PO, c'est pareil. Et là-dessus, c'est très difficile parce que c'est un métier très jeune. Et malheureusement, il y en a vraiment énormément qui ne connaissent pas, en fait. Qui ne connaissent pas les différences entre le front et le back, tout simplement. Donc, quand tu es en train de gérer des features et que tu ne sais pas qu'il faut commencer par le back et faire une API, un endpoint avant de faire le front, c'est difficile. Et ça, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation à faire de la tech vers le produit. Parce qu'effectivement, donc, on avait prévu de parler plutôt des... Que faire quand tu as un CEO non-tech, mais c'est vrai que tu as aussi des PO, en fait, tous les gens en fait, qui interagissent avec une équipe de dev qui ne vont pas forcément comprendre nos métiers. Ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que ce soit dans des startups tech ou ailleurs, en fait, la tech aujourd'hui, elle est indispensable pour toutes les boîtes, quasiment, enfin, à peu de choses près. Comment est-ce que toi, tu évalues la nécessité de compréhension de la tech
par un individu et de manière plus globale par une structure? Alors, pour les individus, ça dépend bien sûr de leur métier. Donc pour moi, c'est sûr, les PO, c'est super important. Et moi, je suis tout à fait prête à faire des formations, expliquer, etc. Je pense que tu peux pas être un bon PO si tu comprends pas. Et il faut aussi développer une très bonne relation avec les développeurs. Parce que si les développeurs disent il comprend rien, etc., ça, il n'y a rien de pire. Donc moi, j'essaie toujours de dire le produit à texte, c'est la même équipe, on travaille ensemble, et oui, c'est normal, il ne comprend pas, on leur explique. Après, pour une structure, là-dessus, non. En fait, il y a deux possibilités. C'est-à-dire que soit tu as une structure qui te fait confiance, et c'est le gros sujet, la confiance, et qui fait confiance aux développeurs, et qui dit, allez-y, et que quand tu leur dis, oui, ça va prendre 3 semaines, ou je pense à la louche, parce qu'on sait très bien que un des gros sujets, c'est les estimations. Il faut qu'ils disent, ok, c'est bon, ça va prendre 3 semaines. Et pas qu'ils disent, mais oui, mais pourquoi, etc. Ou alors, s'ils disent, mais oui, pourquoi, en effet, à ce moment-là, c'est là où il faut expliquer la complexité. Et là, ça devient... ça prend beaucoup de temps. Ouais. Voilà. Ce qui est marrant dans ce que tu évoques sur cet échange en fait, entre les équipes tech et le reste de l'entreprise, moi, dans ma boîte précédente, j'avais à un moment créé un petit modèle de machine learning qui permettait de catégoriser les objets automatiquement. Ce que le machine learning fait en général très bien, mais forcément on était à une petite échelle, j'avais fait ça tout seul, donc c'était pas d'une efficacité redoutable. Et donc en fait, quand j'ai mis ça en place, au début les gens râlaient un peu en disant ton truc ça marche pas, ça nous fait perdre du temps plus qu'autre chose et compagnie. Et en fait, mon CEO à l'époque m'a suggéré de faire une présentation pour expliquer aux gens en fait comment ça fonctionnait. Et donc j'ai fait une petite presse avec tous les gens qui travaillaient sur cet outil-là. Et je leur ai expliqué en fait la mécanique du machine learning, comment ça fonctionnait, quelle était la règle mathématique qui était utilisée. Et en fait, donc j'ai fait ça de manière à ce que ce soit compréhensible. C'était un peu tech, mais c'était quand même compréhensible parce que c'était des personnes qui baignaient dedans au quotidien, donc elles arrivaient à le comprendre. Et en fait, ça a changé leur rapport à l'outil en fait, parce que du coup, elles comprenaient maintenant comment ça fonctionnait. Et donc c'était plus ton truc, ça nous fait chier, ça marche pas. C'était tiens, là j'ai trouvé un cas particulier où en fait, tel objet, il me l'a catégorisé là-dessus. Je pense que c'est parce que dans la description, il y avait tel élément que du coup, il a associé à ça, machin, est-ce qu'on peut le corriger? Enfin, tu vois, j'avais du coup un input qui était... et c'est là, en fait, où tu vois que il faut pas... ça paraît évident, dit comme ça, mais tu vois, il faut pas dénigrer les gens parce qu'ils connaissent pas notre métier et se dire, c'est notre métier et tu connais rien. Au contraire, en fait, en faisant un pas vers eux, nous, on gagne énormément parce que du coup, on a des feedbacks après derrière qui sont beaucoup plus pertinents, en fait. Très important. Et moi, d'où l'importance de la démo. Moi, c'est un truc, quand je suis arrivée chez Skillo, je l'ai mis en place, on l'avait aussi en place. La démo, pour moi, nous, on fait 2 démos, une démo tech pour l'équipe produit, et on fait une démo à toute la boîte. Et d'ailleurs, très souvent, les PO me disent « mais non, ça va pas, c'est trop compliqué. » Non, c'est pas vrai, c'est pas grave. Même s'ils comprennent pas tout, c'est super important. Et moi, j'aime bien même faire des démos sur l'infra, etc. Il faut au moins qu'ils sachent que ça existe, quoi. Que c'est pas un truc dans le cloud. Alors moi, le cloud, c'est un truc qui me fait rire parce que c'est quand même un coup marketing incroyable d'avoir appelé ça le cloud. Parce que non, c'est pas dans les nuages, c'est dans des data centers. Et quand tu leur expliques c'est quoi un data center et qu'est-ce qui se passe, etc., c'est hyper important. Moi, je trouve qu'on a un énorme devoir de pédagogie et d'explication et de démo. Donc toi, tu as aussi un cas particulier, c'est que tu as travaillé avec des CEO de boîtes tech qui, eux, ne connaissaient rien à la tech. Au développement, en tout cas. C'est à quel point ils étaient néophytes vis-à-vis de ces sujets? Alors là, c'est là où il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais en gros, néophyte, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a jamais codé. Donc c'est tout à fait normal. Ça, oui, tout le monde ne peut pas... alors moi, j'ai une théorie, c'est que les CEO non-tech ont un taux de réussite plus grand que les CEO tech. Mais ça, on peut en parler. Mais je pense qu'en fait, un développeur qui a une très bonne idée d'appli, s'il veut se lancer et être entrepreneur, il va pas forcément avoir toutes les clés du marketing, de la finance, de la trésorerie, etc. Et moi, alors c'est pas du tout statistique, mais dans mon expérience perso, j'ai plus d'exemples de réussite de CEO non-tech pour des applications purement tech que des développeurs qui ont réussi à développer une boîte. Alors il y a des exceptions, hein, mais donc je pense que c'est pas du tout essentiel de connaître et à quel point ils sont néophytes. Alors une de mes premières boîtes qui était une boîte de Silicon Valley américaine, hein, attention, le CEO, c'était pas CEO, imprimait tous ses mails et les lisait une fois que sa secrétaire les avait imprimés.
Donc là, je te parle Ouais. quelqu'un qui ne touchait pas un ordinateur. Quoi. Bon, après, bien sûr, plus récemment, c'est des gens qui connaissent les ordis, qui ont... Alors très souvent, ils me disent « Ah, mais moi, je connais la tech, je connais le HTML. » Ça me fait bien rire aussi. Mais oui, c'est des gens qui ne savent pas la différence entre un langage de programmation, un SDK et un framework. On va le dire comme ça. Okay. C'est marrant ce que tu dis sur le fait que pour toi, les techs ont un taux de réussite plus bas que les non-tech dans la création de startups. Et j'ai fait il y a quelques temps un épisode avec Quentin Adam, le cofondateur de Clever Cloud. On fait un épisode annuel ensemble régulièrement, que je t'invite du coup à écouter aussi. Où du coup j'ai fait un extrait sur les différents réseaux qui a aussi pas mal buzzé, où il explique il dit que tous les fondateurs des GAFAM sont des anciens tech. Donc il prend Steve Jobs, Bezos, Bill Gates et compagnie sont tous des tech. Alors il y a des débats sur est-ce qu'ils sont ingénieurs ou pas, mais au final c'est vrai que ce sont quand même des gens qui sont très, très tech. Et donc il dit ingénieurs français, entreprenez, créez des choses. Alors du coup je ne sais pas si ce qu'il dit est en opposition avec ce que tu viens de nous dire ou complémentaire, parce que du coup est-ce qu'on pourrait se dire que les techs ont un taux de réussite qui est plus bas, mais que quand ils réussissent plus que les non-tech, tu vois, est-ce que... Alors déjà, il y a une grosse différence entre les Américains et les Français, je vais te dire, pour avoir beaucoup bossé avec les Américains. Déjà, eux, ils ont une culture du business qui est énorme, qu'on n'a pas du tout en France. Au contraire, même si ça a changé, le business, c'est pas... et la tech non plus, d'ailleurs. Alors ça, c'est un autre sujet, mais la tech n'est pas du tout reconnue comme un truc... avec une aura, etc. Et donc il y a ça, différence. Et puis, quand même, malgré tout, toutes ces grosses réussites, déjà, les GAFAM, c'est quand même un monde à part. Ouais. Je ne sais pas si on peut appliquer... et puis, c'est que des gens qui sont vraiment intéressés au sujet, quoi. Et puis, on a bien vu, d'ailleurs, Steve Jobs, il a quand même super galéré. Ouais. Et puis, GAFAM, ça représente 5 boîtes. C'est ça. Donc, c'est effectivement un microcosme qui est peu représentatif. Voilà. Et en fait, il y a le mythe, il y a le film Social Network avec le mythe du mec qui dev et qui devient CEO bitch, je crois que c'est le mec. Mais je pense que c'est plus des exceptions. Et en France, moi, les gens que je connais dans mon réseau, j'ai pas mal de devs qui ont essayé et qui n'y sont pas arrivés. Ouais. C'est vrai que moi, la première boîte que j'ai créée, qui a marchouillé, je pense qu'une des erreurs que j'ai faites notamment, c'est que du coup, au-delà du fait que j'étais tout seul, que ce n'était pas une très bonne idée, c'est qu'en fait, je consacrais plus de temps à dev quelque chose, qu'à aller le vendre, qu'à le rendre utilisable et compagnie. Donc en fait, j'empilais les features sur un truc, et en fait, au bout d'un moment, les gens me disaient, on ne sait pas trop ce que ça fait, et puis je passais pas assez de temps à le vendre, donc en fait, au bout d'un moment, ça fonctionnait pas parce que c'était juste pas vendu. En fait, le mythe aussi de si je fais quelque chose de bien les gens viendront. Alors, non, en fait, ça c'est marche pas. entièrement faux, et d'ailleurs, tu le vois très souvent avec des boîtes qui font la même chose, et il y en a une qui réussit parce qu'elle a fait du marketing. Il n'y a qu'à voir Microsoft, c'est quand même le gros exemple. Il a su mettre son OS partout, il a su mettre Internet Explorer, et Dieu sait si c'était pas un bon produit. Comme quoi, c'est pas le bon produit qui gagne, et a contrario, Microsoft avait fait quelque chose de bien avec Windows Phone, et ça s'est complètement planté. Donc, je pense que le produit tout seul, même le produit tout seul, ça marche pas forcément. Et d'ailleurs, dans la presse, dans ma boîte d'avant, on a fait l'acquisition d'une boîte en Hollande, dont le CEO était extrêmement branché sur le produit, donc il voulait sauver la presse, donc il avait fait une plateforme d'articles, c'était hyper intéressant, hyper bien fait, mais ils se sont fait racheter parce qu'ils n'ont pas réussi à survivre. Donc tu peux avoir une très très bonne idée de produit, un développement parfait, une stack parfaite, c'est pas ça qui va mettre ton produit sur le marché, et qui va aussi gérer une boîte, parce que gérer une boîte, c'est gérer des gens, c'est gérer de la trésorerie, c'est tout ça. On n'est pas forcément très fort là-dessus. Moi, en tout cas, je sais que je pourrais pas le faire. Du coup, avec ton expérience, où du coup, tu as côtoyé plusieurs CTO, tu as été sur des postes de direction depuis longtemps, est-ce que du coup, pour toi, c'est plus intéressant d'avoir, on va dire, une équipe de direction qui n'est pas forcément tech, mais qu'on peut évangéliser, qu'on peut sensibiliser au sujet tech, et du coup, ils les comprennent, et ils puissent du coup prendre des décisions avec, ou c'est mieux d'avoir une équipe de direction qui va être majoritairement tech, à qui qu'on peut sensibiliser aux problématiques business, marketing et autres, qui peuvent du coup tempérer leur réflexe tech avec effectivement des réflexes plutôt biz, plutôt market.
Bah moi, je suis pas forte en business market, donc moi, ça me va mieux d'avoir des gens qui sont pas tech et de leur expliquer et de faire le lien. En fait, moi, je suis un peu schizophrène. Je parle tech aux gens tech et je parle pas tech. Enfin, j'essaie de toujours. Alors ça, c'est un truc. J'essaie de pas utiliser de jargon et j'essaie de leur faire comprendre ce que je dis. Et il y a une chose, et ça, c'est si j'ai le moindre conseil à donner, c'est que si vous avez un CEO ou même des gens pas tech autour de vous, essayez de ne pas utiliser de jargon. Ils ne vont pas comprendre ce que vous dites. Donc ça veut dire de la non-communication, ça veut dire de la non-confiance, ça veut dire que ça, à la fin, ça se passe mal. Et je l'ai vu, ça. J'ai vu des CTO qui travaillaient avec des CEO non-tech qui... il y avait une rupture de communication. D'ailleurs, quand je suis arrivée dans cette boîte et la boîte d'avant, c'était le cas. Il y avait une rupture de communication à un moment et ça ne marchait plus. Et c'est primordial de vulgariser, même si c'est de la simplification. Et non, moi j'aime bien faire ça en fait. Je pense que c'est pas par hasard que je me suis retrouvée dans ces boîtes-là. Ok. Et du coup, en fait, en général, j'imagine que le CEO, lui, il est quand même aussi preneur d'informations, parce que ça reste sa boîte, il a envie que les choses avancent. Donc il faut... et c'est pas prendre les gens de haut, c'est pas les prendre pour des abrutis que de vulgariser les choses. On dit pas qu'il faut leur parler comme des demeurés, bien au contraire. Il faut leur donner les moyens de comprendre et d'avancer sur ces sujets-là. Mais du coup, comment est-ce que tu fais pour jauger entre eux, parce que du coup, tu peux pas leur réapprendre toute la stack réseau, toute la stack tech. Tu vois, donc comment est-ce que toi, tu fais pour choisir entre ok, ça j'explique ça, et ça on le met de côté entre guillemets, enfin tu vois, on essaye de... Tu vois, comment tu choisis un peu le... Alors, en fait, ce que je fais en général, et je l'ai fait encore il y a pas longtemps, c'est que je prépare tout. Je prépare une présentation où je vais tout expliquer. Et en live, au fur et à mesure, je me rends compte des choses qui passent, des choses, oui, ça je peux l'expliquer, et d'autres choses où je me dis, bon, laisse tomber, ça c'est trop obscur. Donc en fait, c'est ça, en fait, je fais des morceaux choisis où là j'arrive à expliquer, peut-être avec une métaphore, ce que ça fait, et où là je vois, bon, non, ça c'est pas... Donc je le fais en live, quoi. Et du coup, il y a aussi, j'imagine que ça te permet de voir aussi en fonction des questions que la personne va te poser, de voir en fait là où elle veut creuser ou là où la personne ne veut pas creuser, quoi. Tout à fait, exactement. Et puis en fait, à la fin, ce qui intéresse un chef d'entreprise, c'est est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est faisable, est-ce que ça c'est compliqué, qu'est-ce que je vais vendre à mon client finalement, est-ce que si je vends ça, du coup je vais dépenser beaucoup de temps de développement et de maintenance ou pas. Donc c'est ça aussi, c'est vraiment leur donner de l'information qui leur sert à prendre les bonnes décisions. En fait, c'est ça. Il est là le filtre, en fait. Ça me fait penser à un vieil épisode que j'ai fait avec Francis, cofondateur de Blablacar. Francis oui, je connais bien. Et cofondateur aussi de la communauté TechRox, qui est très sympa. On avait fait un épisode sur la transmission, parce que donc lui, il a cofondé Blablacar. Quand il est parti de Blablacar, je crois que c'était pas loin de 200 devs, ou 150 devs, quelque chose comme ça. Et donc, il nous a fait un peu un parcours de à quel point son métier a changé entre le premier jour où il a commencé à dev une plateforme et le jour où il est parti, où en fait, c'est plutôt la même chose. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait voir que donc tu passes de faire à faire, à donner les moyens à ton équipe de faire, et qu'en fait, il y a un moment où ta connaissance tech en tant que telle, elle est plus nécessaire parce qu'en fait, tu es vraiment uniquement sur la gestion de l'humain. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, TechRox a aussi un très bon podcast que je vous invite à écouter, bien évidemment tous. À la fin de chaque podcast, quasiment, sur TechRox, ils ont une question, parce qu'ils n'interviewent que des CTO. Ils leur demandent, est-ce que tu codes encore ? Oui. Absolument. Et ce que je trouve intéressant dans cette question, c'est, au final, est-ce qu'un CTO, du coup je te demande ton avis là-dessus, est-ce qu'un CTO doit avoir codé ? Que même au-delà de... moi, je ne pense pas qu'un CTO doit coder. C'est-à-dire qu'il y a des tas de contextes où un CTO n'a pas besoin de coder, où c'est même contre-productif qu'il code, parce qu'un CTO qui a 1 heure par mois consacrée à du dev, ça ne sert à rien de lui mettre les mains dans le cambouis. Ça va plus amener des problèmes qu'autre chose. Mais du coup, la question, c'est est-ce que c'est nécessaire, quand on arrive sur une position de CTO, même d'avoir codé un jour ? Est-ce que tu ne peux pas avoir un ou une CTO qui n'a au final jamais codé de sa vie ? Alors moi, j'en connais. Des CTO qui n'ont jamais codé, et notamment sur TechRox, comme on échange beaucoup, c'est vraiment un sujet dont on parle beaucoup. Donc je pense que c'est possible. Par contre, au moins avoir lu du code et avoir compris ce que ça faisait et connaître tous les concepts autour. Moi, j'ai pas codé très longtemps, mais j'ai eu la chance d'avoir des mentors et de vraiment comprendre qu'est-ce que c'est de l'objet versus du fonctionnel, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire, et qu'est-ce qui est important quand tu codes, le naming,
etc. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai commencé, comme c'était C++, l'idée, c'était que le code soit le plus performant possible. Donc, tout était raccourci, comme l'Unix, quoi. Et maintenant, l'idée, c'est que le code soit le plus lisible possible, parce qu'on a beaucoup plus de ressources, de CPU, de mémoire, etc. Donc, on fait moins attention. Et maintenant, le code est très lisible. Donc, un CTO, il peut lire du code à tout moment. Donc, pour moi, c'est très important. Mais encore plus important, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait... ce que tu disais avant, donner les moyens à dev. Qu'est-ce qu'il faut que tu donnes à tes devs pour que ça marche? Et aussi, qu'est-ce que faut que tu leur donnes comme objectif business pour qu'ils se concentrent sur les choses importantes et pas sur les choses qui sont finalement pas si importantes que ça. Et trouver le bon curseur entre, bien sûr, la qualité et délivrer. Donc ça, c'est super important. Donc, mais moi, je pense que tu peux ne pas avoir codé si tu comprends tous les concepts et tous les stacks, etc. Alors, si, quelqu'un de non-tech peut lire du code, je suis d'accord dans certains cas, encore faut-il que le code ait été écrit en suivant des règles qui permettent d'avoir un code lisible. On a quand même des exemples de boîtes où le code n'est pas toujours écrit selon des nomenclatures très partout. très lisibles. Enfin, moi, à partir au bout de 4, 5 ans, 6 ans d'existence, tu as forcément de la dette technique, même de la dette fonctionnelle. Tu as des boîtes qui changent. Moi, ça me fait rire l'histoire de la dette technique parce que tout le monde en a. Donc, c'est un impondérable. Hein. Ouais, c'est un impondérable. Et notamment, le naming, pour moi, je suis un peu obsédée par le naming. Mais en gros, dans toutes les boîtes, tu as des choses qui ont des noms différents. Déjà, en général, c'est codé en anglais et pour les boîtes françaises. Donc, par définition, tu as des noms différents. Mais tu as des noms différents dans le business, dans le marketing, etc. Donc ça, c'est un vrai exercice. Donc oui, c'est difficile de lire du code. Mais justement, si tu veux parler aux développeurs et leur expliquer qu'il faut changer ça et ça, il faut bien savoir ce qu'il y a dans le code, quoi. Ouais. Alors, on me signale dans le chat qu'effectivement, il y a beaucoup de franglais. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de franglais dans notre conversation ou dans la tech. Parce que dans la tech, il y a effectivement beaucoup de franglais. Pour revenir sur le naming, il y a effectivement Anne Vu qui le dit dans le chat, il y a le DDD, le Domain Driven Design. Moi, c'est un truc que je l'ai raconté plusieurs fois sur ce podcast, mais je trouve ça intéressant. C'est une réponse que j'ai eue en direct, mon ancienne boîte. On faisait de la vente aux enchères d'objets d'art sur Internet. D'accord. Donc on publiait les catalogues et les résultats de vente des maisons de vente aux enchères. Et ce qui était intéressant, c'est que un jour, j'ai un dev qui a rejoint l'équipe, ça faisait quelques semaines qu'il était là, je crois, et on avait une discussion avec la directrice commerciale qui nous donnait des idées de features et comment les structurer et compagnie. Et à un moment, ils se mettent à parler de résultats. Et ce qui était marrant, en fait, c'est que le dev comprenait pas ce que la directrice commerciale lui disait, parce qu'elle lui demandait d'afficher les résultats sur tous les objets et compagnie. Lui, il ne comprenait pas comment ça afficher tous les résultats sur un objet. Parce que lui, il parlait de résultats d'une requête, alors qu'elle parlait d'un résultat de vente. Lui, quand il parlait d'objet, il pensait à un objet dans sa logique de programmation. Elle parlait d'un objet qui est vendu. Voilà, effectivement, une statue, un tableau, quelque chose comme ça. Et donc, il y avait une incompréhension. Et donc, alors moi, c'était déjà le cas dans le code à l'époque, où j'avais fait en sorte que une variable qui s'appelle résultat ne contient jamais un résultat de requête. Enfin, tu vois, tous les résultats de requête ne sont jamais ceux qui s'appellent résultat, parce que le nom résultat est réservé à un résultat de vente pour qu'en fait les devs utilisent le même langage que les gens avec qui ils interagissent au quotidien. Et ce qui est effectivement la base du DDD, en fait. Mais je pense que le DDD, il est presque impossible, en vrai. Et là, tu viens de dire tout simplement parce que les mots qu'on utilise en tech, ils sont utilisés par ailleurs, et ils veulent dire d'autres choses. Rien que client, serveur, back, front, etc. Moi, j'adorerais faire du DDD, franchement, et si on partait from scratch, mais je suis même pas sûre que ce soit possible. Parce que comment tu vas appeler les résultats d'une requête SQL? Tu vas l'appeler... je sais pas, il n'y a pas d'autre mot, quoi, tu vois. Du coup, alors, il y avait des gens qui tentaient des détournements en l'appelant results. Mais du coup, en fait, moi, ce que j'ai essayé de propager, on va dire, comme stratégie, c'est de partir du principe de, en fait, ta requête, qu'est-ce qu'elle retourne comme type d'information, et du coup, ta variable s'appelle le type d'information avec un S à la fin. Comme ça, tu sais que tu en as plusieurs dedans. Et après, tu peux rajouter, en fait, quitte à avoir ce que tu dis tout à l'heure, en fait, quitte à avoir effectivement des noms de variables à rallonge. Au final, c'est pas grave d'avoir des noms de variables à rallonge aujourd'hui. C'est plus lisible. Mais au moins, c'est plus lisible. C'est plus lisible. Mais alors là, moi, je vais reparler de cette boîte hollandaise qu'on a achetée. Et en fait, c'était drôle parce que dans leur code, eux, ils essayaient d'être le plus générique possible. Et en fait, donc c'était des articles de presse, etc. Et en fait, à la fin, ils avaient tout appelé plus ou moins item, element, machin. Et du coup, c'était illisible, en fait. Et on dit toujours, il faut être générique, comme ça, si jamais il y a un truc. Mais en vrai, si t'es vraiment générique,
ça devient illisible, quoi. Ouais. Et donc, en fait, comment tu fais pour être à la fois DDD, assez générique, mais pas trop. Et c'est pour ça que c'est un des trucs les plus difficiles, en vrai. Encore une complexité de notre métier qui est difficile à expliquer aux gens. Tu disais tout à l'heure que c'est pas nécessaire qu'un ou une CTO ait dev dans sa vie, que toi, t'en as connu plusieurs dans ce cas-là. Sur ces cas particuliers que tu as connus, enfin cas particuliers ou cas génériques, mais est-ce que c'était des gens qui n'étaient pas du tout issus de la tech, ou c'était des gens qui n'avaient pas codé, mais qui étaient issus, je sais pas, de l'infra, du monde du serveur, enfin, tu vois, qui du coup en fait avaient, quoi qu'il arrive, en fait un bagage technique assez conséquent. Moi j'ai connu des CTO effectivement qui venaient du monde de l'infra, certes n'avaient jamais dev, mais du coup en fait ils connaissent beaucoup de choses, ils ont un savoir technique qui est très riche. Alors oui, moi j'en ai connu qui venaient de l'infra. Moi personnellement l'infra j'adore ça aussi, Ouais. je connais bien, j'en ai fait beaucoup. Et j'en ai connu qui venaient du monde ce qu'on appelle le consulting, donc tech consulting, donc qui faisaient plutôt des specs fonctionnels, qui faisaient de la doc. Donc après, si tu fais de la documentation et que tu écris par rapport à du code et que tu écris la doc, ça peut... Voilà, voilà. Donc c'est vraiment des gens qui venaient du monde du consulting et de la documentation. Donc c'était pas des néophytes complets de la tech, quoi. Non, bah non, faut pas... Il y a un moment... Tu as évoqué aussi tu dis tout à l'heure, c'est que c'est important de pouvoir transmettre à ton équipe de dev des problématiques business pour qu'ils sachent sur quoi se concentrer. Ça rejoint ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur cette double casquette qu'il faut savoir avoir entre le biz et la tech, et que si tu fais que de la tech, en fait, bah, tu réussis pas, et qu'il faut avoir cette vision business. Est-ce que dans ces relations que tu as pu avoir avec des CEO qui ne connaissaient pas particulièrement ou pas du tout des sujets très tech, est-ce que l'idée pour toi c'est plus de se dire un peu chacun son rôle, c'est-à-dire que du coup toi c'est un peu open bar sur la tech, c'est toi qui t'en occupes, et dès qu'il y a un sujet tech c'est toi qui décides et basta, et dès qu'il y a un sujet biz c'est l'autre qui décide, ou est-ce qu'il faut faire en sorte que plutôt que d'avoir une direction bicéphale, d'avoir entre guillemets un responsable tech et un responsable biz qui vont remonter à une personne qui va choisir en fonction de ce que les deux entités vont lui dire? Alors, c'est plutôt le deuxième cas, parce que je pense qu'il faut... Parce que, en tant que CTO, toi, tu as envie que ça marche parfaitement et que tout soit testé et qu'il n'y ait pas de problème de qualité, de sécurité, et que voilà, qu'il ne se passe rien de mal. Pour moi, ton objectif principal, c'est que ça marche, tout simplement. Et c'est bien d'avoir... Donc, moi, là, je travaille avec un CPO, donc qui va prendre toutes les demandes business, etc. Et après, ces deux personnes on trouve le bon curseur, justement, entre délivrer pour le business et avoir un environnement stable et de qualité, etc. Donc, je pense que c'est bien d'avoir les deux et d'être en partenariat. C'est super. Et ensuite, de remonter à quelqu'un qui tranche et qui dit, là, je suis prêt à prendre un risque. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que si tu vas trop vite ou tu n'as pas assez de qualité, tu prends un risque. Donc, c'est au CEO de décider s'il veut prendre un risque ou pas. Ouais. Parce que tu vois, on pourrait se dire, quand tu as un CEO qui est non-tech, c'est aussi un moyen pour toi de te positionner en disant ok, tu sais quoi, la tech c'est mon sujet, je fais ce que je veux, fais-moi confiance. Et du coup c'est open bar pour toi en fait, tu peux après faire ce que tu veux, parce qu'en fait c'est... Alors ça se passe jamais comme ça. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon on s'amuserait toute la journée. Et non, t'as forcément des comptes à rendre, et t'as forcément des choses à délivrer, et t'as forcément à montrer que ce que tu fais apporte de la valeur à la boîte. Donc non, c'est pas ah oui, c'est mon domaine. Et moi, je pense qu'il faut vraiment se positionner en tant que partenaire du CEO, et pour lui dire que non, tout ce qu'on fait, c'est pour apporter de la valeur au business, même si c'est de la réduction de la dette technique, ça va apporter de la valeur au business, parce que ça va empêcher que ton truc il se casse la figure et que tu puisses plus développer de nouvelles features. Donc c'est toujours de la valeur, quoi. Tu as évoqué aussi le fait d'avoir donc ce binôme que vous avez aujourd'hui avec un CPO et un CTO qui du coup remonte à un CEO derrière qui peut trancher en cas de besoin. La difficulté que j'imagine à laquelle tu peux te confronter, c'est que si tu as un CEO qui ne connaît pas suffisamment tes sujets tech, il ne peut trancher qu'avec les éléments que tu lui transmets. Il n'aura pas une capacité à aller poser les questions ou creuser les bons sujets. Et donc, si toi, tu ne donnes pas l'info qu'il faut, en fait, la décision, elle est entre guillemets à ton désavantage. C'est-à-dire que ça peut être pénalisant pour plus tard, pour toi ou pour l'entreprise. Du coup, est-ce que pour toi, c'est un travail de longue haleine où il faut leur apprendre à poser les bonnes questions et compagnie, ou est-ce que c'est un travail que tu portes toi seul en disant il faut que je fasse en sorte de lui donner les bonnes informations, et du coup tu peux cacher
certaines choses que tu veux, tu vois, pour favoriser une décision dans un sens plutôt qu'un autre. Tu vois, comment est-ce que toi t'approches ce double jeu, on va dire? J'espère que c'est pas trop un double jeu, Oui. mais en effet, c'est de lui apporter les éléments de risque et les éléments de valeur. En fait, c'est vraiment de lui apporter le plus. Alors, ça dépend du CEO s'il est intéressé ou pas, mais c'est vraiment de lui apporter le plus d'éléments possible. Pour moi, il faut rien cacher. Il faut surtout pas cacher. C'est une vraie tendance. Hein. Tu as raison de parler de ça parce que et moi, dans les expériences précédentes, j'avais un petit peu tendance à faire ça, à dire non, ça on le met sous le tapis, c'est compliqué, je vais pas en parler. Non. Et au contraire, par exemple, si ton travail, ça consiste à... J'ai eu des circonstances, il fallait qu'on change notre base de données, notre schéma, etc. Et que c'était hyper important de le faire parce qu'il y avait des choses complètement bloquantes. C'est d'expliquer, non, voilà, on est en train de faire ça, on change le schéma de la base de données parce que c'est bloquant et il faut le faire. Et je préfère donner tous les éléments possibles, même s'ils ne sont pas tous compris. Plutôt de... Si tu caches des trucs, si tu mets des trucs sous le tapis, ça te revient en boomerang de toute façon. C'est pas une bonne idée. Ouais. Mais alors, comment est-ce que du coup tu les aides à poser les bonnes questions et à creuser sur les bons sujets? En les éduquant sur toutes les couches et tout ce dont on a besoin pour créer le produit, en fait. C'est juste de l'éducation, je pense. Ouais. Je vois pas d'autres... Ou leur montrer aussi. Puis moi, j'aime bien que les CEO parlent directement aux devs aussi. Parce qu'eux, ils vont l'expliquer de façon différente. Donc moi, je suis pas une barrière. Je les protège dans le sens où il faut qu'ils aient le temps, ils ne soient pas dans des réunions inutiles, etc. Et il ne faut pas qu'on leur parle et qu'on les dérange. Mais en même temps, j'aime bien que l'information passe en direct pour que justement, ça ne soit pas que moi, que ma voix. Et d'ailleurs, les démos, je veux toujours que ce soit la personne qui a fait, qui montre et pas moi. Ok. Et tu fais ça au travers de training clairement posé en mode on va t'apprendre aujourd'hui TCP, UDP, on va t'apprendre aujourd'hui les serveurs, ou c'est quelque chose de diffus, de constant au travers de chaque... c'est diffus, constant par rapport à des problématiques spécifiques. On dit, tiens, là, tu veux construire ça, voilà, je t'explique ce que ça veut dire de construire ça, et cette fonctionnalité, et pas juste aussi qu'est-ce que c'est, parce qu'en fait, ils posent toujours la même question, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est faisable, combien de temps ça va prendre? Mais sauf que cette question, ça suffit pas, c'est aussi qu'est-ce qui va se passer après. Parce que par exemple, si tu rajoutes beaucoup de complexité, ta maintenance, elle va être beaucoup plus longue, ou développer des fonctionnalités, ça va être plus compliqué. Donc ce qu'il faut leur montrer, c'est un truc un peu plus large que juste combien de temps ça va prendre pour développer. Ouais. Alors du coup, alors avant de passer cette question, du coup, je rebondis sur ce que tu dis sur la complexité. Parce que cette complexité, il y a aussi, tu vois, dans ce que tu évoques, il y a l'impact quand on nous demande d'ajouter une feature, ce genre de choses. Ça me fait penser en fait à cette notion d'estimation dont on a parlé aussi à un moment tout à l'heure. Il y a une complexité, effectivement. C'est mon sujet préféré. Tu vois. Il y a effectivement une complexité sur les estimations. Et alors, je ne sais plus, mais j'ai eu un invité sur ce podcast qui un jour m'a fait une phrase que j'ai trouvée géniale, c'est que il m'expliquait qu'une estimation, c'est le temps que tu estimes de réalisation d'une tâche en fonction des informations que tu as à un instant T. Oui. Et qu'à mesure que la tâche se réalise, tu as les informations en plus qui arrivent et que du coup, l'estimation change. Oui. Et que donc tu ne peux pas graver dans le marbre une note de réalisation, de mise en production, parce qu'en fait, le long du chemin, tu vas découvrir des choses. On est en 2023, mais il y a encore beaucoup de difficultés pour le monde entier de comprendre ce concept-là, qu'une estimation, c'est effectivement une estimation, et qu'à mesure que le projet va avancer, l'estimation va changer. Comment est-ce que toi, tu fais pour les évangéliser à ce sujet-là? Est-ce qu'il faut juste leur dire, tu sais quoi, on sera en retard à part du principe qu'on est tout le temps en retard, ou est-ce qu'on essaye à chaque fois de leur dire, en fait, c'est pas qu'on est en retard, c'est qu'en fait, on a ça en plus à faire qui nous décale. Tu vois, c'est compliqué, en fait, C'est le sujet le plus compliqué. C'est le sujet le plus difficile dans ce que je fais moi aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Justement, à TechRox, il y avait quelqu'un qui faisait une présentation très, très drôle là-dessus. Je me souviens plus de son nom, mais je pourrais le retrouver. Qui expliquait qu'il n'avait pas une boule de cristal. Il avait fait ça de façon humoristique, mais c'est tellement vrai. De toute façon, quoi qu'il arrive, ton estimation, elle va être fausse. Parce que, ça, c'est une des choses. Tu vas découvrir des choses que tu ne savais pas. Tu as oublié des cas, etc.
2, il va se passer des choses pendant que tu développes. Donc, je sais pas, n'importe quoi peut se passer. Tu vas avoir un problème avec ta machine, tu vas avoir un problème de connexion avec un serveur, tu peux avoir des tonnes de choses qui se passent, qui sont imprévues. Et puis des choses humaines, les gens tombent malades, etc. Il y a tellement de raisons pour lesquelles une estimation elle est forcément fausse. Là-dessus, j'essaie de gérer les attentes. J'essaie de dire, et on l'a tout le temps, j'essaie de dire, si tout se passe bien, moi je commence toujours par, si tout se passe bien, ça va être livré à tel sprint ou à tel sprint. Ou d'ailleurs, en plus, on ne livre pas pendant les sprints, parce que l'autre chose qu'ils ne pensent jamais, c'est que tu développes, mais après, il faut que tu déploies. Il faut que tu testes. Testes d'abord et tu déploies, etc. Et donc ça prend du temps aussi. Et donc, je fais toujours des si, peut-être, si, etc. Et puis, j'essaie toujours de donner des ordres d'idées et pas des dates. Je ne peux pas donner de date. Et ça, c'est un débat que j'ai tous les jours depuis que j'ai commencé ce boulot de toute ma carrière. Ça a toujours été un débat. Sachant que moi, j'ai commencé en travaillant en cycle en V. Donc, j'ai fait des Gantt charts très, très longues, etc. Ça, c'était pire, quoi. Parce que, bien sûr, que tu fais un truc sur 18 mois, tu sais bien que dans 18 mois, rien ne va se passer. Donc, c'est pour ça que l'agile, ça, c'est une autre chose. De la même façon que les devs ne connaissent pas forcément tout ce qui se passe dans les stacks, ils ne comprennent pas forcément pourquoi on fait de l'agile. Moi, j'ai beaucoup de devs qui n'aiment pas forcément ça. Et en fait, ils ne savent pas qu'on fait de l'agile et de l'itération parce que le cycle en V ne marchait pas, parce que justement, il se passait tellement de choses entre le moment où tu planifiais tout, ton projet, tu spécifiais tout, et le moment où on livrait, et notamment, les besoins avaient changé. Et donc, c'est pour ça qu'on fait de l'itération, c'est pour ça qu'on fait des sprints. Donc moi, déjà, les estimations, je le dis, c'est dans tel sprint. Je ne dis pas c'est à telle date. Ouais. C'est, voilà, des petits trucs comme ça. Moi, ce que je trouve surtout intéressant dans l'agile, c'est que dans le sprint poker, c'est quand tu estimes une complexité d'une tâche et pas la durée de réalisation, que ta complexité, en fait, elle monte très vite avec la suite de Fibonacci. Moi, je trouve ça le plus intéressant, en fait, comme approche, de dire, en fait, là, ce que tu nous dis, c'est hyper complexe. On est à un niveau, je sais plus combien. Et ça, je trouve que ça a plus de sens. Et qu'à mesure, en fait, tu apprends la vélocité de ton équipe. Et ça, moi, je trouve que c'était une approche qui était aussi hyper intéressante, en fait, dans l'agilité. C'est intéressant parce que si ton nombre, il est élevé, ça veut dire qu'il faut redécouper. Et en fait, tu touches du doigt un truc. En fait, on te demande, un CEO, un CPO va te dire, cette feature, elle prend combien de temps? Sauf que cette feature, il faut déjà commencer par la découper. Donc, tu sais pas la feature en entier, mettre en place un nouveau moteur de recherche, tu sais pas combien de temps ça va prendre puisque tu n'as pas encore découpé le truc. Donc, c'est pareil que ce que tu dis. Je pense à une image... tu vas construire une maison, tu vas acheter un terrain, tu vas commencer à creuser, tu sais pas ce qu'il y a sous le terrain, en fait. C'est vraiment ça que... En effet, tu sais pas comment ça se passer. Mais c'est vraiment... C'est la chose la plus épineuse. Mais en fait, ce qui est assez drôle, je pense, c'est que les features... en fait, on s'en fout de quand elles vont sortir. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est quand même rare d'être dans une position où c'est super important qu'une feature, elle arrive à tel moment et pas à un autre. Il faut être en compétition avec d'autres personnes qui font exactement la même chose. Il faut que cette feature soit complètement déterminante sur le fait que ta personne va acheter ton service ou pas. C'est rare quand même, en vrai. Donc, il faut qu'on se relaxe un peu tous. Sur cette gestion du retard, il y a King Ye qui nous dit en commentaire un point qui est effectivement important, c'est que tu as aussi le moment où tu annonces le retard. C'est-à-dire que si 3 jours avant la livraison, tu te dis, en fait, tu sais quoi, on va avoir 4 mois de retard, c'est compliqué. Il vaut mieux prévoir en avant, l'annoncer effectivement quand tu as l'information, donc le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Qu'effectivement, il va y avoir un décalage, quoi. Alors, le plus tôt possible, et quand tu annonces un décalage, ça sert à rien d'annoncer un décalage de 2 jours. Ça, c'est un truc que j'ai appris il y a très très longtemps. Tu annonces un décalage, tu dis, non, on n'y est pas arrivé, je pense qu'il y en a encore pour 2 ou 3 sprints. Et là, tu peux annoncer des bonnes nouvelles après. En fait, c'est ça, c'est juste toujours gérer les attentes. Mais moi, je connais pas de projet en avance ou estimable, en fait, tout simplement. Et il y a un mouvement #NoEstimate. Mais après, je comprends pourquoi les gens du business veulent savoir quand les choses vont sortir. Mais en fait, ça soit parce que tu vas l'annoncer au client ou parce que tu vas faire une campagne marketing, quand même, la meilleure technique, c'est quand c'est prêt, et tu dis, voilà, c'est prêt, on va l'annoncer et on va le vendre au client. Faut pas le vendre avant, mais c'est difficile. Après, effectivement, pour répondre effectivement à Anne Vu dans le chat, oui, bien évidemment, on est d'accord que parfois, il y a des contraintes qui font que la date est nécessaire à tenir. Donc, lui, il évoque les contraintes réglementaires, voire fiscales. Donc, effectivement, là, tu peux avoir si tu as un retard, ça peut être effectivement grave.
Mais du coup, moi, ce qui est intéressant, j'ai fait un épisode, encore une fois, je parle beaucoup d'épisodes, mais parce que j'ai eu la chance d'en faire beaucoup, j'ai fait un épisode avec quelqu'un qui a travaillé chez Apple. Et Apple, ils ont un cycle de release en fait. iOS, la nouvelle version d'iOS doit sortir à telle date en septembre chaque année. La date, elle est affichée très tôt en avance et il faut que ça sorte en fait. T'as pas de... et en fait, ils ont tout un process qui est assez hallucinant. Et il explique en fait ce process, comment on fait pour qu'une feature soit disponible le jour J au moment de la release. En fait, à mesure que la release augmente, la date de release approche et qu'on voit qu'il y a des problèmes qui sont rencontrés, en fait, il y a des... Tu joues sur le scope. Même pas ça, en fait, ils ont des comités qui s'organisent, qui sont de plus en plus importants, avec des gens de plus en plus haut niveau, pour résoudre les bugs qui sont encore présents. Ah ouais. Et du coup, il y a un investissement qui est fait, en fait. Et donc, avant d'en arriver à se dire, ce sera pas prêt, on postpone au prochain release, il y a il nous a raconté qu'il a déjà fait des bug reviews avec quasiment 100 personnes autour de la table, avec des gens hyper haut placés, qui ont des niveaux techniques forcément absolument hallucinants, parce qu'en fait, ce bug-là, il faut le corriger à tout prix. Donc en fait, c'est aussi l'idée de te dire que Apple est conscient que s'ils veulent tenir la date, en fait, il faut mettre les moyens. Et il faut être prêt à mettre 100 personnes qui vont bosser peut-être pendant 5 jours sur un bug, mais au moins ton bug, quand il est corrigé, ta feature, elle est en prod. Donc effectivement, parfois, il y a des dates qu'il faut tenir, mais il faut être capable de mettre les moyens. Et ça me permet d'embrayer du coup effectivement sur cette question d'après, qui est comment est-ce que toi tu fais pour faire prendre conscience du coup à cette nécessité de moyens à un certain moment qui peuvent parfois être élevés, parce qu'en population de dev, on parle quand même de personnes qui ont des rémunérations qui sont assez élevées, qui sont assez volatiles, parce que quand tu es un ou une dev, tu peux facilement trouver un job ailleurs très bien payé, donc il faut gérer ça aussi. Et comment tu fais aussi pour inclure dans les budgets dont tu as besoin le fait qu'il faut parfois faire du travail qui n'est pas immédiatement rémunérateur. C'est-à-dire quand tu fais du refactoring, quand tu gères ta dette technique, quand tu fais des tas de choses en fait qui sont importantes pour quand tu fais des tests, c'est important pour ta code base, mais ça rapporte pas de l'argent directement. Donc tu vois, comment est-ce que tu fais pour apprendre tout ça à des gens qui ne connaissent vraiment pas notre métier, qui ne connaissent vraiment pas notre complexité, et les amener du coup sur ces sujets-là? En fait, on fait pas mal d'exercices budgétaires, et ça, c'est vraiment l'autre gros boulot du CTO que tu sais pas que va t'arriver quand tu commences ce métier, sur en effet la taille des équipes et ce qu'on va délivrer par rapport à la taille des équipes. Mais un truc intéressant, c'est que en fait, ils calculent très rarement. Les boîtes dans lesquelles j'étais calculent très rarement ce genre de ratio, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va me rapporter par rapport à combien je vais dépenser. C'est plutôt dans l'autre sens, c'est plutôt, ils me disent voilà la roadmap, voilà ce qu'il faut faire, et moi je dis, si tu veux faire ça, voilà les équipes qu'il faut. Donc par exemple, il faut 5 squads, une qui va faire le truc sur l'activation, une qui va faire sur la rétention, etc. Donc c'est plus, moi je leur dis, dis-moi ce que tu veux faire, et moi je te dirai de quelles équipes tu as besoin pour faire ce que tu dois faire. Alors, pas exactement bien sûr, mais c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Donc c'est une estimation que tu fais au final. Bien sûr que c'est une estimation, mais en fait, ce qui est très bien, c'est le système des squads. Moi, j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, c'est des objectifs de squad. Donc, on va essayer d'améliorer l'activation ou d'améliorer la rétention. Donc, c'est pas de la feature. Donc, tu t'estimes pas de la feature. En fait, tu consacres des équipes à un problème spécifique que tu veux résoudre. Et ça, c'est plus sain, on va dire. C'est plus facile. Et donc, pour toi, c'est plus intéressant, en fait, d'avoir donc plusieurs personnes où chacun maîtrise ses compétences et d'échanger, plutôt que d'avoir une personne qui a vraiment une double casquette et qui peut, du coup, statuer sur chacun. Donc, pour toi, il y a une importance d'avoir chacun un peu son expertise, quitte à avoir quelqu'un à la fin qui a un pouvoir de décision qui tranche d'un côté ou de l'autre, mais c'est un peu chacun son rôle. Je pense que oui. Je pense que c'est plus facile de se concentrer sur une seule chose plutôt que d'essayer de faire les deux. Je pense que c'est très difficile de faire les deux. C'est déjà très difficile comme métier. Et j'ai été CTPO plusieurs fois. Alors là, c'est vraiment compliqué, en fait. Ouais. Et alors, du coup, comment tu fais pour créer une relation de binôme qui soit saine, stable et bénéfique pour tout le monde, et que ce soit pas de l'affrontement en mode moi il me faut ça et toi il te faut ça, je suis pas d'accord, il faut que ce soit moi qui gagne. Communication, transparence, tout le temps. Il faut être tout le temps en train de se parler. Il faut tout le temps expliquer quand il y a des... Et pareil, il faut tout le temps dire attention, là j'ai un problème, bien l'expliquer, et il y a que ça en fait. Il faut se parler tout le temps.
Et alors, parce que du coup, on l'a pas dit clairement, mais je pense que c'est important de le dire, parce que c'est ce que je comprends en tout cas dans le message que tu évoques, c'est que cette évangélisation entre guillemets de la tech aux personnes qui sont plus côté produit ou côté biz, faut que ça passe aussi par une évangélisation des techs aux problématiques business et aux problématiques produits. C'est-à-dire que c'est pas juste nous, sachant qui devons aller éduquer la plèbe de la beauté de notre métier. Il y a aussi le fait qu'on doit nous aussi se prendre en compte des problématiques qu'on n'a pas forcément de facto. Ça, c'est primordial. Et moi, je fais très, très attention aux gens que j'embauche, qu'ils aient un intérêt à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'un dev qui me dit, moi, je m'en fous de ce que je fais, je veux coder, mais je m'en fous que ça soit pour la finance ou pour aider les personnes en difficulté, non. Il faut qu'il y ait un intérêt pour le produit et pour le business. Ça, pour moi, c'est primordial. Ça change tout, en fait. Et quand j'ai eu des devs qui ont ça, c'est génial, en fait. Parce que aussi, tu peux tout simplement résoudre des problèmes, proposer des choses au produit. Moi, c'est vraiment une condition sine qua non de l'équipe, quoi. Il faut que l'équipe soit engagée et parle aussi au reste de la boîte. Et ça, c'est pas toujours facile. Oui, donc c'est une communication en fait, entre tout le monde. C'est pas juste entre le CTO et le CPO. C'est vraiment quelque chose de global et un respect du coup des compétences et des valeurs de chacun. Tout à fait. Pour en avancer. Enfin, on avance ensemble, quoi, en fait. Le mot respect, il est primordial. Et je trouve qu'en tant qu'être humain, on a un peu tendance à se dénigrer. C'est normal, hein, c'est toujours... voilà, il a fait ça, c'est pas bien, etc. Mais ça, il faut se forcer. Le respect, il est primordial. Et alors du coup, pour rebondir aussi sur ce que tu dis, sur cette notion de dénigrement et aussi cette capacité des devs à avoir une approche un petit peu parfois différente, est-ce qu'on n'a pas aussi, à l'inverse, tu vois, on parlait tout à l'heure des fondateurs tech, est-ce que tu n'as pas à l'inverse des techs qui vont se dire, tiens, j'ai une idée pour un produit, pour un service, et comme nous, on a une connaissance tech qui est parfois peut-être trop importante, en fait, on voit tout de suite l'ampleur des obstacles qui se dressent devant nous en mode mais du coup si je veux faire ça pour 1 million de personnes il faut que je fasse ça, c'est trop compliqué, enfin tu vois je peux pas le faire. Là où au final quelqu'un qui n'a pas cette connaissance là, c'est le fameux dicton ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. Oui, c'est ça. Moi je suis vraiment de l'école il faut penser vraiment le plus loin possible parce qu'en fait les obstacles dans mon expérience, ils disparaissent au fur et à mesure. Au début, tu dis... Déjà, quand tu sais pas comment tu vas faire quelque chose, forcément, ça fait peur en tant que dev. Et en fait, plus tu avances, c'est toujours l'histoire de dérouler le fil, plus tu dis « Ah, moi aussi, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. » Donc, moi, j'essaie de ne pas être trop dans le « Ah, c'est pas possible, ah, c'est pas faisable. » Non, au contraire. Les solutions, on les trouve souvent, quand même. Justement, en prévoyant trop à l'avance. Enfin, tu vois, moi, on l'a déjà évoqué quelques fois sur ce podcast. Parfois, tu vois des startups qui se lancent, des devs qui mettent en place des solutions techniques en se disant, comme ça, demain, quand j'ai 1 million d'utilisateurs en même temps sur le site, ça tient. Sauf qu'en fait, avant que tu aies 1 million d'utilisateurs, il y a ton produit a le temps de changer 400 fois. Donc, tu perds du temps à créer des trucs qui ne sont pas nécessaires. Donc, tu vois, quand tu te projettes trop loin, tu t'ajoutes des complexités qui ne sont pas présentes en fait. Ça, c'est toujours le gros débat. Et c'est pareil, de la même façon que le curseur entre la qualité et délivré, jusqu'où je prévois ce qui va se passer. Moi, plus ça va, plus je me dis qu'il faut... Je suis d'accord avec toi, il ne faut pas prévoir parce qu'en fait, ça ne se passe jamais comme tu penses. Mais vraiment. Et en fait, oui, non, ne pas prévoir, pas trop prévoir l'avenir. En fait, c'est pour ça qu'on fait de l'agile et qu'on fait de l'itération. Alors, c'est pas toujours facile, hein, parce que tu dis, mais bon, vaut mieux pas trop prévoir, c'est sûr. Faut laisser couler. Enfin, faut se laisser. Faut faire les choses dont les choses dont tu as besoin et livrer ce qu'on te demande et pas se dire mais oui, mais demain ils vont peut-être vouloir faire ça. Sauf si on le sait déjà et c'est dans la roadmap et c'est ce qui vient après, hein, bien sûr. Mais sinon, faut pas prévoir trop loin. Et du coup, toi, devenir un jour CEO avec du coup quelqu'un qui t'apporte cette connaissance business, c'est pas quelque chose dans lequel tu te vois ? Pas du tout. Pas du tout. Non, je suis pas. Je pense pas que. Et c'est pour ça qu'aussi il faut respecter les gens qui font ça parce que de la même façon qu'eux ils connaissent pas la tech, moi je suis incapable de réfléchir au business, à la trésorerie, au RH, je le fais avec mon équipe, mais non.
c'est vrai qu'il y a très longtemps, j'avais 2-3 idées pour faire des business, etc. Et je me suis dit, ce serait sympa. Et puis, j'ai un peu creusé. Et puis, rien que faire le business model, je me suis dit, bon, non, en fait, non. Je suis très bien là où je suis. D'accord. Top. Merci beaucoup, Marine, pour cet échange. J'aurais quelques questions rituelles pour toi. Est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs de ce podcast, que ce soit tech ou non tech? Ça peut être un film, un livre, un disque, une chaîne YouTube, ce que tu veux. Alors, j'adore le cinéma, comme beaucoup. Je viens de revoir Ex Machina. Et je trouve ce film absolument extraordinaire. Donc, si vous ne l'avez pas vu, voilà, je vous conseille ça. C'est pas mal. C'est le personnage de Oscar Isaac, donc un acteur qui est quelqu'un un peu de ce dont on parlait, les fondateurs de GAFAM, un peu reclus. Enfin, je ne sais pas si tu l'as vu, mais... non, pour le coup, non, je l'ai pas encore vu. C'est vraiment génial. Et puis, il y a beaucoup de tech dedans et c'est marrant. Ça marche. Écoute, on mettra le lien bien évidemment en description pour que les gens puissent le retrouver facilement. Dernière question, qui est la question rituelle du podcast FTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Alors bien sûr espace, sans aucune hésitation. Ça marche. Merci beaucoup Marine pour cet échange. Merci Bruno. Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Voilà, si vous êtes CTO ou pas, si vous avez une idée, je pense que le message c'est quand même essayer de entreprenez, mais pas seul. Entourez-vous, ayez cette double compétence. C'est effectivement du coup pas double compétence. Enfin, ayez ce binôme en fait pour effectivement avancer ensemble. C'est comme ça effectivement qu'on est le plus fort. J'aimerais du coup aussi remercier FCOT Namur pour un super message sur Apple Podcast et une note 5 étoiles où du coup cette personne a mis comme commentaire super inspirant et instructif avec un bâton de dynamite. Donc merci beaucoup pour ce commentaire. Je vous en prie s'il vous plaît, je vous en prie, continuez à mettre des messages sur différentes plateformes de podcast, à partager ce podcast autour de vous. C'est toujours un vrai plaisir de recevoir tous ces messages. Rejoignez-nous sur le Discord, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok. On est à peu près sur toutes les plateformes. Et venez sur le Discord, on est un peu plus de 200 devs et c'est plutôt une bonne ambiance, c'est plutôt cool. On partage tout plein de choses. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.